Jeudi 5 décembre 2024, il est 7h à Bamako. C'est parti pour une vingtaine de minutes d'information. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, conférence ministérielle sur la résilience à la sécheresse. Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable participe à la rencontre à Riyad, en Arabie Saoudite. Face à la dégradation des terres dans le Sahel, elle a présenté des actions concrètes et lancé un appel pressant à la coopération internationale pour inverser la tendance. Les lampions se sont éteints ici à Bamako sur les journées économiques du Burkina. Plus de 200 opérateurs économiques des pays de l'AES ont fédéré leur énergie pour booster leur business. Et le Niger qui prépare ses assises nationales, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a rencontré hier le comité technique préparatoire de la rédaction du mémorandum. L'idée est surtout de mettre les Nigériens au cœur des actions du gouvernement. Et est-ce que vous avez déjà pensé à faire votre testament, ce document qui organise les répartitions des biens entre les héritiers? Eh bien, Garibou Pérou a déjà pris le devant. Il nous donne rendez-vous dans la chronique judiciaire pour nous parler des avantages et inconvénients de l'émission d'un testament. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition qu'on ouvre par cette œuvre sociale du président de la transition. L'Association malienne des personnes de petite taille en est la nouvelle bénéficiaire. Le don du jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Le lot comprend 10 motos, 100 kits alimentaires. Traoré nous fait le point. Mamadou B. Koulibaly, Bernadette Koulibaly et Mania Traoré, trois personnes de petite taille qui bénéficient respectivement des 268e, 270e et 275e motos sur les 10 offertes à la MPPT, l'Association malienne des personnes de petite taille. En plus de ces motos, 100 kits alimentaires composés de mil, de riz, des pâtes alimentaires et d'huile sont gracieusement mis à la disposition de l'association par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. La beauté du geste est qu'il a lieu le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Mamadou B. Koulibaly, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de l'Association malienne des personnes de petite taille et tous les bénéficiaires de ces prestigieux ces gestes, nous remercions son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État de la transition, et l'ensemble des membres du gouvernement. Yara Kadijatou Bari, présidente de la MPPT. Nous avons besoin de ces soutiens pour assurer nos survies. Cet élan de solidarité permettra d'assurer la protection et le bien-être des plus démunis. Par ces gestes humanitaires, le président de la transition brise la distance entre lui et les personnes vivant avec un handicap. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le président veut transmettre sa solidarité, parce que pour lui, la solidarité ne doit pas se limiter à une seule journée. Lui, il a pensé qu'on prenne tous les mois de décembre pour manifester sa solidarité envers les personnes vivant avec un handicap. Il y a beaucoup de couches qui seront concernées. Aujourd'hui, nous sommes avec les personnes de petite taille. Le président de la transition veut aussi appeler tous les Maliens à manifester leur solidarité envers les personnes vivant avec handicap. La présidente de la MPPT a donné l'assurance que bon usage sera fait de ces dons avant de présenter une doléance, celle d'avoir un siège pour son association. Direction la capitale des Balanzans, des experts nationaux et internationaux étaient autour du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des zones et populations en sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période 2024-2025. Cela dans le cadre du système d'alerte précoce. Les experts ont mis 6 jours à profit pour sortir un document provisoire reflétant le niveau de vulnérabilité des populations. Sigou, la correspondance de Honoré chez nous. Après 6 jours d'analyse et de réflexion sur les données relatives à l'insécurité alimentaire, des experts nationaux et internationaux sont parvenus à faire une évaluation provisoire de l'état de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle au Mali, campagne 2024-2025.
Kadjali Koïta, responsable technique du système d'alerte précoce. C'est à travers ces cadres harmonisés qu'on a les différents cercles, les différentes zones du Mali qui sont en insécurité alimentaire, mais aussi les populations qui sont en insécurité alimentaire du Mali. Et c'est à partir de là qu'on peut bâtir le plan national de réponse. Des pistes d'intervention sont dégagées pour permettre au système d'alerte précoce de soutenir les populations vulnérables au titre de la campagne alimentaire et nutritionnelle 2024-2025. Iredouane Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Les résultats provisoires atteints par l'atelier font état de 1 470 114 personnes en insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire de phase 3 à pire, sur la période projetée de juillet à septembre 2025. C'est autant de personnes qui auront besoin d'assistance alimentaire pendant cette période de soudure, la période de soudure prochaine. Ces chiffres restent provisoires en attendant la validation au niveau des SILS. Abel Aramadi, coordinateur du cluster SA. Nous poursuivrons nos efforts pour renforcer les capacités nationales et locales, fournir des données de qualité et appuyer les interventions humanitaires et de développement à travers des analyses précises et rigoureuses. Le présent cadre s'est tenu avec la participation des États du SILS et de l'appui de la FAO et du PAM. Sigou, Honoré Tieno et Cheikh Tangara pour l'ORTM. AES Actualité. Je vous l'annonçais dans les titres, les activités des journées économiques du Burkina Faso ont fermé leurs portes hier à Bamako sous une bonne note d'espoir. Au total, plus de 200 opérateurs économiques des pays de l'AES ont fédéré leur énergie pour booster leurs affaires. L'ambassade du Burkina au Mali, initiatrice des journées, a adressé une mention spéciale aux dirigeants des 3 pays de l'Alliance pour leur soutien à la réussite des activités. Le point avec Seydou Traoré. Des échanges en B2B, des visites de terrain et des ventes et expositions des produits, voilà autant d'activités qui ont meublé les 72 heures de ces journées économiques du Burkina Faso au Mali. À l'heure du bilan, la satisfaction était du côté de l'ambassade du Burkina Faso au Mali. Les diplomates se réjouissent de la participation de plus de 200 opérateurs économiques des 3 pays et du soutien des chefs d'État de la Confédération AES avec à leur tête le général d'armée Assimi Goïta. Dambélé Julien Sanon. Il y a eu de l'engouement. Les opérateurs économiques ont répondu présents afin qu'ils puissent échanger entre eux les bonnes pratiques et pourquoi pas signer des liens de partenariat. Les délégations venues des 3 pays, en plus des partenaires et des sponsors des journées, ont reçu des attestations de participation. Une motion spéciale de remerciement a été adressée aux opérateurs économiques qui ont participé aux journées. Germaine Comparé Bokungo, présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Ça crée un cadre de cohésion, un cadre d'échange d'expérience, un cadre de renforcement de tout ce que nous avons comme expérience dans nos différents pays. Oumarou Baro, secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso. Ces initiatives ont permis en tout cas d'échanger avec tous les acteurs du secteur privé du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Donc les programmes étaient vraiment bien fournis. Nous avons eu des rencontres avec ces acteurs, nous avons fait des panels. Donc il y a eu des recommandations qui ont été formulées de telle sorte que les plans d'action qui ont été élaborés lors des rencontres des ministres de l'industrie du commerce des pays de l'AES, donc déjà nous pouvons dire que cet engagement est déjà mis en marche. À la clôture des activités, le ministre nigérien du commerce et de l'industrie a salué l'initiative d'associer étroitement le secteur privé des 3 pays de l'AES à la dynamique de développement économique de l'espace. Seydou Asman. Les chefs d'État Assimi Goïta, Abdraman Chani, Ibrahim Traoré nous ont montré la voie pour la quête de la souveraineté. Celle-ci passe non seulement par l'attente de la sécurité, mais aussi par le développement économique. Opérateurs économiques burkinabés, maliens et nigériens se sont donné rendez-vous courant 2025 pour la 2e édition. Restons avec le pays des hommes intègres. L'Assemblée législative de transition a adopté en avril dernier la nouvelle loi sur la réglementation générale de la commande publique au Burkina. Cette loi permet à l'autorité de régulation de la commande publique d'être désormais conforme aux normes internationales et communautaires. Pour harmoniser les points de vue et proposer des mécanismes opérationnels de mise en œuvre des procédures, l'autorité renforce les capacités des acteurs judiciaires à Zignaré. La rencontre permet de faire connaître la loi et ses innovations. Brice Kichenga de la radio du Burkina.
La nouvelle loi permet de garantir l'indépendance de l'autorité de régulation de la commande publique et d'assurer la cohérence du système de sanctions en le rendant plus efficace. Le présent atelier vise ainsi à informer les participants sur les tendances de la relecture en cours des textes des marchés publics. Selon le secrétaire permanent de l'ARCOP, il s'agit d'harmoniser les points de vue sur les notions techniques des marchés publics. Le gouvernement a adopté une loi sur la commande publique en 2024. Il est bon qu'on essaie de voir quelles sont les innovations de cette loi-là, en attendant également qu'on se penche sur ce qu'on aura comme texte d'application concernant cette loi. Il est bon qu'on partage en fait ces innovations de la loi parce que c'est vraiment le fondement même des décrets qui seront adoptés par la suite. Le dispositif de passation des marchés publics du Burkina avait fait l'objet de plusieurs évaluations par les organismes internationaux et il avait été révélé des insuffisances. La relecture de la loi 039 de 2016 permet de corriger ces insuffisances. Nous savons que le contexte actuel là oblige le traitement des dossiers dans la célérité et dans l'efficacité au vu des ressources qu'on a. Aujourd'hui, il n'est pas permis de passer les marchés dans l'à peu près. Et nous savons également que la passation des marchés engendre en fait beaucoup de contentieux. Et ce contentieux est traité par les juridictions. Donc d'où la nécessité en fait d'échanger avec ces acteurs-là afin qu'on ait la même synergie d'action. C'est la passation et l'exécution diligente en fait des procédures-là pour l'acquisition des biens au profit des populations. En termes d'innovation, l'intégrité a été inscrite dans la nouvelle loi sur la réglementation générale de la commande publique comme un principe de base. L'autre innovation concerne la prise en charge des achats publics durables qui va permettre de tenir compte non seulement de l'aspect économique mais également de la prise en charge sociale et environnementale. Toujours dans l'espace AES, cette fois-ci nous sommes au Niger. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a rencontré hier le comité technique préparatoire de la rédaction du mémorandum des Assises nationales. Le but de cette rencontre est d'informer les acteurs du comité de la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement d'aller vers l'organisation des assises où les Nigériens seront les maîtres d'échange. Sakina Abdou de la radio du Niger. Cette rencontre a regroupé autour du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, les membres du comité technique préparatoire de la rédaction du mémorandum des Assises nationales. Le but est d'informer ces acteurs de la décision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement d'aller vers l'organisation des assises. Dès l'intervention qu'il a prononcée à cette occasion, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a tout d'abord rappelé que le président du CNSP, chef de l'État, a signé le 2 octobre 2024 un décret portant création du comité national chargé de l'organisation des assises et qui définit les attributions qui serviront à organiser ces assises. Le 24 octobre 2024, le gouvernement a pris un arrêté portant création, mission et composition d'un comité technique préparatoire des assises nationales. C'est un comité technique à l'interne qui aura pour mission de préparer un certain nombre de tests, dont l'un des plus importants est cette contribution qui remonte de l'intérieur du pays et de la diaspora, a-t-il expliqué. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a aussi rappelé que le Niger a fait face depuis le 30 juillet 2023 à des sanctions qui portent à la fois sur les gels des avoirs de l'État du Niger, la fermeture des frontières, l'embargo sur les médicaments, la suspension de la fourniture de l'électricité, le tout couronné par une menace de livrer une guerre physique. Par ailleurs, le Premier ministre a invité les Nigériens à rester toujours debout car le combat n'est pas fini. On ne peut prendre des décisions de dessaisir les partenaires qui contrôlent nos richesses depuis plusieurs dizaines d'années à leur corps défendant et considérer que c'est terminé. On ne peut pas prendre la décision de revoir un certain nombre de contrats passés ou des accords qui remontent à plusieurs années et considérer que ce partenaire va croiser les bras. Nous devons prendre donc conscience que le combat ne fait que commencer et chacun d'entre nous a la lourde responsabilité de défendre le pays, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen a relevé que la CEDEAO, qui est censée assurer la circulation des personnes et des biens ainsi que les capitaux, a fermé les frontières.
Elle a pris des mesures punitives pour que l'économie ne fonctionne plus et en lieu et place de la paix et de la sécurité, elle fait la promotion de l'insécurité et de la guerre. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a déploré le phénomène de terrorisme qui sévit dans certaines zones du pays. Le Premier ministre a par ailleurs salué les efforts des forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour assurer la sécurité de la population. La tâche est rude, mais nous devons être conscients des responsabilités qui nous incombent et expliquer à chaque Nigérien les actions du gouvernement du CNSP. Actualité hors du continent, je vous emmène à présent à Riyad, en Arabie Saoudite, où se tient actuellement la conférence ministérielle sur la résilience à la sécheresse, en présence de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Elle a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de la dégradation des terres au Sahel. Face à cette situation critique, elle a présenté des actions concrètes et lancé un appel pressant à la coopération internationale pour inverser la tendance tout en plaçant les populations au centre des priorités. Envoyés spéciaux à Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Koné. Dans un contexte où le Sahel est en première ligne des défis climatiques mondiaux, la ministre en charge de l'environnement a dressé un tableau inquiétant de la situation. Entre la déforestation galopante, la dégradation des sols et la raréfaction des ressources en eau, les conséquences pour les communautés locales se font de plus en plus ressentir. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette conférence constitue un jalon historique dans nos efforts collectifs afin de relever les défis liés à la désertification et à la dégradation des terres. Selon elle, plus de 2 millions de Maliens vivent sur des terres dégradées, aggravant l'insécurité alimentaire et les tensions sociales. Le Mali, conscient de l'urgence, s'est engagé à restaurer des terres agricoles d'ici à 2030 et à augmenter la couverture forestière à 26% du territoire national. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La terre nous envoie des messages alarmants que nous ne pouvons plus ignorer. Intensification des sécheresses, perte accélérée de biodiversité, dégradation des terres, raréfaction des ressources en eau et multiplication des catastrophes naturelles. Ces phénomènes rappellent l'interdépendance étroite entre les humains et les écosystèmes. La ministre a souligné que malgré les avancées notables comme la restauration de plus de 300 000 hectares de dunes, ces actions restent insuffisantes face à l'ampleur des défis. Malgré un contexte national difficile, des résultats encourageants ont été obtenus. Le reboisement de 83 792 hectares de terre, la conservation de 11,9 millions d'hectares d'aires protégées, l'aménagement durable de 837 951 hectares de terres forestières. Pour relever les défis liés à la dégradation des terres, il est impératif de renforcer la coopération internationale. Le Mali appelle à un financement ambitieux, adapté aux besoins spécifiques des pays vulnérables comme le nôtre. Doumbia Mariam Tangara a également appelé à une mobilisation collective, insistant sur la nécessité d'un financement ambitieux, de mécanismes innovants pour la restauration des terres et d'une synergie renforcée entre les conventions de Rio sur la biodiversité, le climat et la désertification. Riyad, Agibou Koulibaly et Abou Koné pour l'ORTM. Restons sur la scène internationale. Au Kenya, le gouvernement a fermé 348 internats pour des raisons de sécurité et c'est le ministère de l'Éducation qui a publié la liste des établissements scolaires concernés. Cette mesure fait suite à un audit mené ces derniers mois à la demande des autorités. Début septembre, l'incendie d'un internat à Andaracha, dans le centre du pays, avait provoqué la mort de 21 élèves et une vague d'indignation. Mais toutefois, les autorités ont donné un mois aux internats sanctionnés pour se remettre aux normes. Au Tchad, une commission est désormais chargée de la mise en œuvre de la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France. La commission, placée sous l'autorité directe du Premier ministre Alamaye Alina, a été mise en place hier et comprend 21 membres. Ils sont chargés de mettre fin à ce partenariat qualifié d'obsolète et sans plus-value par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. Et par ailleurs, la France, le gouvernement de Michel Barnier a été censuré hier dans la soirée par les oppositions de gauche et d'extrême. Une première en France depuis 1962.
331 députés ont voté pour la censure du gouvernement avec une majorité fixée à 288 députés pour emporter le vote. Michel Barnier est attendu aujourd'hui à l'Élysée pour présenter la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, a déclaré la présidence. Chronique judiciaire. Nous avons au moins une fois entendu parler du testament, document d'une grande importance. Le testament organise les répartitions des biens entre les héritiers. Faute des testaments, beaucoup de familles se retrouvent aujourd'hui devant le juge après le décès d'un membre de la famille. Le Code des personnes et de la famille a consacré le titre 5 et reconnaît le testament dans son article 10-25. Malgré les dispositions légales, le Malien n'a pas encore à l'esprit de préparer son testament et certainement en pleine rédaction de son testament. Garibou Pérou nous édifie d'abord sur les avantages et inconvénients de l'émission du document. Unilatéral en général, le testament est un acte par lequel un adulte dévoile ses volontés post-mortem. L'auteur précise les dispositions qui seront à prendre. En principe, l'acte prend effet à partir du décès du testateur. Maître Boubacar Soumaré, avocat inscrit au barreau du Mali. La loi malienne a prévu des mesures par rapport au testament. Parmi les modes de succession, il y a ce qu'on a appelé chez nous la dévolution successorale ab intesta. C'est la dévolution successorale par la voie du testament et je crois que c'est prévu par l'article 751 du Code des personnes et de la famille. Donc c'est un mode de dévolution successorale qui est prévu et réglementé par le droit positif malien depuis le Code des personnes et de la famille. Il n'est pas un acte obligatoire, mais il est un acte souhaité dès lors qu'on a des biens dans son patrimoine et qu'on croit à la mort. Et annuler un testament sous certains cieux est un acte grave parce que c'est attentatoire à la dernière volonté d'une personne qui n'est plus. Non obligatoire, il existe plusieurs testaments. Nous avons par exemple le testament authentique, holographe, mystique, dont le contenu reste secret jusqu'à l'ouverture. Le testament authentique, c'est celui-là qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins plus du testateur. Ensuite, il y a le testament holographe. Le testament holographe qui n'exige pas forcément qu'il soit reçu par un notaire est rédigé de la main du testateur ou sous sa dictée. Et ensuite, il y a le testament mystique. Pour le testament mystique, c'est prévu justement par les dispositions de l'article 1026 du Code des personnes et de la famille. Ce testament doit être reçu en forme dactylographiée. Le testataire dicte, c'est reçu en forme dactylographiée, signé par lui et cacheté. Et en présence de deux témoins, le testament mystique est déposé au cabinet d'un notaire. Comme son nom l'indique, personne ne connaît ce qui est à l'intérieur, puisque aucune forme n'est exigée. Celui qui n'a aucun moyen peut exprimer sa dernière volonté sous sa dictée à une personne qui sait lire, qui sait écrire. Le testament a des avantages en termes de traçabilité et de protection, et point besoin de dépenser de grosses sommes pour l'établir. Son établissement est pratiquement sans frais. Le testament organise le rapport entre les testataires et les tiers. Il a un rapport aussi avec les ayants droit eux-mêmes, parce que chacun mesure sa place. Donc c'est la récompense du mérite qui a été la volonté du testataire en attribuant tel bien à telle personne et tel autre bien à telle personne. Le père peut par exemple, au soir de sa vie, ne pas être content de tel enfant ou de telle épouse. Les testaments qu'il avait déposés chez un notaire depuis tant d'années, sans aucun problème, il peut être amené à aller modifier en diminuant la part de tel enfant ou de telle épouse. Donc certains pensent que les testaments souvent donnent lieu à des règlements de comptes. Reconnu par le Code des personnes et de la famille, les testaments bien encadrés respectent le cadre légal. Aujourd'hui, on a comme l'impression que dans certaines situations, l'homme est pressé de la mort de l'homme. Il ne reste plus qu'à aller s'endetter en disant « je vais te rembourser dans ma part de succession ». Et c'est la raison pour laquelle le législateur a dit « les pactes sur succession future sont interdits ». C'est-à-dire, je ne dois pas aller m'endetter en disant « mon père est malade, mais d'un moment à l'autre, il pourra partir, je vais vous rembourser ».
Authentique, holographe ou mystique, le testament est un moyen de régler sans animosité la question successorale. Les retours légaux des parents qui consistent à reprendre les biens transmis à l'enfant malheureusement rappelé à Dieu peut être pris en compte dans les droits positifs, jusqu'ici muets sur la question. Ce journal est terminé. Le prochain est prévu pour 13h. C'était à la présentation Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée Mamadou Bedialo, mise en ligne Badji Touré. Merci à Soumaou Aïdara pour son appui. Réalisation, coordination Bemba Sibi. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, la page météo. Ensuite, Moussa Koulibaly prendra place pour les avis et communiqués. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, splendide journée à tous sur le RTM.